Amis des composants électroniques, bonjour! En ce dimanche, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur le thème de la contrefaçon des composants électroniques. C'est quelque chose qui existe depuis déjà un petit moment, j'en entends parler, j'en ai été plus ou moins victime, et dernièrement, un internaute m'a demandé de voir si je pouvais pas faire des mesures sur deux régulateurs de tension qu'il soupçonnait fort d'être des contrefaçons. J'ai fait des tests sur ces composants qui montrent clairement qu'ils ont des problèmes, en particulier un qui, c'est sûr, ne correspond pas du tout à la référence qui est marquée dessus. En même temps, cet internaute m'a fait parvenir un PowerPoint de 2008 qui est très intéressant, que je mettrai en lien dans la vidéo, qui montre certaines pratiques à ce niveau-là qui sont vraiment très douteuses. En cherchant sur le net, j'ai aussi trouvé pas mal de programmes. Tous les grands fondeurs de composants ont mis en place des protections contre ça. J'ai trouvé par exemple un document très intéressant d'un laboratoire de recherche qui a mis en place des contrôles draconiens pour être sûr d'avoir des composants de qualité. Alors, la contrefaçon de composants, comment ça marche ? Je vous ai préparé un petit PowerPoint pour vous montrer qu'est-ce que c'est que la fraude, comment l'éviter, comment repérer si possible les composants en question, et on verra aussi quelques exemples. C'est quoi la contrefaçon de composants ? C'est une contrefaçon qui est un petit peu différente de celle qu'on pourrait trouver par exemple sur des sacs à main. Sur des sacs à main, c'est des pauvres gars qui sont sous-payés au fond d'une cave pour fabriquer des machins qui ressemblent à des sacs Vuitton. Soyons clairs. Pour fabriquer des semi-conducteurs, c'est absolument impossible de faire ça, on va dire, comme ça à l'arrache au fond d'une cave. Il faut des machines, enfin rien que pour fabriquer du silicium purifié suffisamment pour faire un semi-conducteur, c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça n'importe comment. Donc la contrefaçon des composants, c'est un petit peu différent. En fait, on va dire que c'est une sorte de marché obscur un peu parallèle qui va se mettre en parasite sur l'officiel. C'est quoi l'idée ? L'idée déjà, c'est qu'on va changer le marquage de composants, qui visuellement ont le même boîtier et des fonctions similaires, mais des caractéristiques différentes. Par exemple, un transistor BC107, on efface le marquage, dessus on marque BC109C, ce qui est un transistor NPN faible souffle. Si on le regarde comme ça vite fait, même on le teste avec un contrôleur, on verra, ouais, c'est bon, c'est un transistor NPN. Mais il y aura quand même des différences au niveau du niveau de bruit, par exemple. Le BC107 sera bien plus bruyant, il n'y aura pas forcément exactement les mêmes caractéristiques. Autre type de contrefaçon, des différentes classes de composants. Par exemple, sur un LM335, il existe aussi le LM235, le LM135. C'est les mêmes composants, mais le LM135 a des tolérances plus serrées, il va avoir des meilleures résistances en température, des choses comme ça, et il est destiné plus par exemple à l'industrie, alors que le LM335, on va dire, est plutôt grand public. Maintenant, si on le teste vite fait comme ça, à température ambiante, il y a des grandes chances qu'on soit impossible de les différencier. Donc le risque ici, c'est que si on a choisi de prendre des LM135, c'est parce qu'on pense que le produit final va être soumis à des contraintes qu'il nécessite. En prenant LM335, c'est même pas pour ça que ça ne marchera pas, mais enfin on prend des risques vraiment éventuellement très forts. Une autre contrefaçon, c'est de revendre des composants défectueux qui n'ont pas passé les tests. Là, comment ça se passe ? En gros, on fouille les poubelles. Les fabricants de composants, en fin de chaîne, ils ont des systèmes de tests automatiques, et tous les composants qui ne passent pas tous les tests, ils sont dégagés. Ici, on peut très bien imaginer qu'il y a des employés indélicats qui vont récupérer ces composants et les vendre comme étant très bons. Sachant qu'en même temps, des fois, ils marchent. Quand je dis qu'ils sont défectueux, ils peuvent être défectueux ou ils peuvent aussi être hors limite. Par exemple, un composant qui doit, un circuit intégré, normalement, il ne doit pas consommer plus, n'importe quoi, de 1 mA. Il y en a un, il en consomme 5. Ça se trouve, il fonctionne, mais il consomme 5 mA au lieu de 1. Donc il n'est pas vendable parce qu'il dépasse les specs, mais à la limite, on pourrait croire qu'il fonctionne. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut arriver. J'en ai personnellement été victime. J'avais acheté sur eBay il y a longtemps tout un lot comme ça en bande de Transil. Et je me suis aperçu avec le temps qu'ils étaient tous, mais alors, complètement nazes. Et alors, avec des défauts qui étaient bizarres en fait. Il y en a qui ne marchaient pas du tout, mais il y en a, ils marchaient, mais avec des différences. Enfin, ils étaient vraiment tous nazes, quoi. Une autre technique est de revendre des composants de récupération, mais après les avoir rajeunis plus ou moins. Alors, de toute façon, je mettrai en lien dans la vidéo un lien sur un PDF d'une enquête qui date de 2008 qui montre toute cette filière en Chine
de récupération de vieux composants et de remarquage, recyclage complet. Vous allez voir, c'est assez. Enfin, le reportage est impressionnant, hein, c'est carrément des vieilles cartes toutes pourries qui lavent carrément dans l'eau. Enfin, bon, enfin, je vous conseille de le regarder, c'est vraiment très instructif. Donc ça, c'est aussi quelque chose, et avec des techniques, comme je dis, plus ou moins pointues. Il n'y a pas longtemps, là, j'avais acheté des résistances CMS 50 ohms, soi-disant neuves. On voyait tout de suite qu'elles n'étaient pas neuves. Enfin bon, à la limite, là, je dirais même que c'était tellement grossier que on le voyait. Et parfois, il peut y avoir des techniques, des fois très pointues, hein, qui vont permettre vraiment de faire croire qu'un composant est neuf, alors qu'il ne l'est pas. Modifier les datecodes pour faire paraître les circuits plus récents, ou les numéros de lot, ou les choses comme ça, ça c'est aussi une pratique qui peut être assez courante, pour faire croire qu'un circuit est moderne. Bon, après, il y en a plein d'autres, hein. Je veux dire, l'imagination des escrocs, ça n'a pas de limite. On change les étiquettes, on réencapsule les puces, enfin, je veux dire, tout est bon. Comment on peut s'en protéger? Déjà, je veux dire, il y a des actions relativement simples. Déjà, si on veut être sûr d'avoir de la qualité, achetez plutôt chez des revendeurs pros, Compagnon sur rue, hein, TME, Radiosper, DigiKey, j'en passe, c'est des meilleurs. Je veux dire, ces revendeurs-là ne pourraient pas tellement déjà se permettre de faire ce genre de boulettes, car ils sont utilisés par des professionnels. Donc, alors c'est vrai que ça se paye, hein, c'est plus cher, mais généralement, on est quand même relativement garanti de ne pas avoir ce genre de choses. Ensuite, pas croire au Père Noël. Alors c'est vrai pour les composants, c'est vrai surtout, hein, surtout sur Internet. Le lot de 10 LM199 à 2,9 €, bon, moi je veux bien, mais... enfin, on peut tomber peut-être des fois sur des gars qui vendent ça, qui savent pas ce qu'ils vendent, mais enfin, généralement, surtout si c'est en Chine, honnêtement, faut vraiment pas croire à ça. Mélanger les sources. Comme souvent, le port est gratuit. Si on veut acheter, on a besoin de plusieurs composants, ça peut être une bonne idée de ne pas tous les prendre au même endroit. Ça permettra déjà éventuellement de les comparer. Et puis, si statistiquement, il y a un vendeur sur 2 qui est pourri, en prenant sur 4 vendeurs la quantité dont on a besoin, on a quand même au moins 2 chances d'en avoir des bons, quoi. Donc ça peut être une bonne chose. Alors quand on achète surtout sur eBay, moi j'achète énormément de composants sur eBay, regardez les avis, surtout négatifs. Je veux dire, s'il y en a qui se sont fait avoir, souvent ils vont le mettre. Si on a beaucoup d'avis négatifs, ça veut dire qu'il faut plutôt se méfier, hein. Donc les avis négatifs, maintenant c'est parce qu'il y en a un qui est mauvais, et que c'est pas bon, hein. Je veux dire, il faut toujours regarder la proportion. Et puis comme je l'ai déjà mis sur mon site, j'ai quelques doutes des fois sur la gestion par eBay des avis positifs, négatifs. Enfin, ceux que ça intéresse, hein, je mettrai un lien là. J'ai eu une expérience quand même qui montre que eBay, ils sont pas toujours très, très clairs par rapport à ça. Dans l'industrie, exiger des certificats de qualité. Donc justement, pour lutter contre ça, maintenant, les industriels ont mis en place tout un système de suivi de l'eau pour essayer d'éviter ça. Et ensuite, bien sûr, pratiquer des tests de qualité. On le fait plus ou moins. Maintenant, surtout si on veut être sûr de lutter contre ça. Si on teste des échantillons, voire la totalité des composants qu'on reçoit pour qu'ils soient conformes, on a quand même des chances d'éviter ce genre de choses. Comment détecter qu'un composant est une contrefaçon? Bon, déjà le truc de base, est-ce qu'il fonctionne? Il y a eu des contrefaçons, a priori, où c'est quasiment des trucs qui ne marchent pas, quoi. Ou alors des composants qui ont des fonctions complètement différentes. Donc ça, je veux dire, c'est déjà le test minimum. Ensuite, le comparer, si on peut, avec des composants qui sont supposés bons. Alors, tout va dépendre, encore une fois, là, pour la détection des moyens dont on dispose. Si on dispose, par exemple, je sais pas moi, qu'un petit testeur là, de transistors chinois, mais on a tout un lot qui sont vraiment supposés bons, et que le nouveau lot, surtout sur plusieurs unités, les caractéristiques sont vraiment hyper différentes, on peut vraiment se poser des questions. Par inspection visuelle, on voit que très souvent, l'idée, c'est que les contrefacteurs, ils modifient le marquage des composants. Et ça, c'est fait de façon plus ou moins bien fait. Alors, ça peut être très bien fait, pourquoi pas, mais enfin, des fois, ça peut aussi être fait un peu à l'arrache, voire même avec des trucs où, avec le simple fait de frotter le marquage avec de l'acétone ou de l'alcool, il va s'en aller. Donc ici, ça peut donner des bonnes indications. On peut aussi voir si c'est un composant qui a été recyclé. En le regardant de très près, on peut regarder ce qu'il y a des traces de soudure, est-ce qu'il y a des traces de démontage, enfin des choses comme ça. Ensuite, par des mesures, vérifier que par rapport au datasheet, le composant qu'on reçoit, il est bien dans les clous, hein.
Dans l'exemple que je vais vous montrer tout à l'heure, on verra que c'est par mesure qu'on voit qu'il y a des paramètres du composant qui sont vraiment complètement en dehors du max indiqué par la datasheet, et ben, ça montre probablement qu'il y a un problème. Bon, après, tout va dépendre des moyens qu'on a. Et ils ont mis en place certains des marquages ADN. Alors c'est quoi le principe? Ben, c'est de mélanger à la peinture du composant des traces ADN, ce qui permet là éventuellement de les retrouver. Bon, enfin bon, ça c'est des trucs, on va dire, qui sont complètement hors de portée de l'amateur. On peut imaginer des rayons X, des microscopes acoustiques, démonter les puces, là, comme fait de Silicium. Enfin, je veux dire, en fonction des moyens qu'on a et de ce qu'on peut faire, on peut peut-être aller très loin. Maintenant, ici, moi, je veux dire, je reste dans le cadre de l'amateur. Ici, c'est pas tellement faisable. Bon, maintenant, d'un autre côté, il faut aussi éviter la paranoïa. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des internautes qui me disent qu'ils n'ont pas pu réparer leur montage ou que ça ne marche pas et qui soupçonnaient d'avoir des composants contrefaits, alors qu'en fait, ça venait pas de là du tout. Imaginons qu'on veut réparer une lame à découpage, on trouve un transistor mort, on pense que c'est ça, on en commande un nouveau, on le met et la lime ne marche toujours pas. Alors, on peut dire que le transistor qu'on reçoit est une contrefaçon, on peut peut-être aussi se dire qu'il n'y avait pas que ça en panne dans l'alimentation. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui existe, hein, ça serait vraiment débile de le nier. C'est aussi pas forcément la cause de tous les maux. Pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Tous les composants que j'ai achetés en Chine, il y en a qui marchent très bien et qui, à mon avis, ne sont pas des contrefaçons. Donc bah, comme en toute chose, hein, il faut rester quand même mesuré et s'adapter à la réalité des choses. L'internaute qui m'avait contacté m'a envoyé 2 échantillons. Ce sont des petits régulateurs CMS. Je les ai montés sur des petites plaques d'expérimentation de façon à pouvoir les tester avec les condensateurs exactement dans les mêmes conditions qu'il y a marqué sur le datasheet. Alors regarde, il y a un premier exemplaire, c'était un HT7333, hein, c'était toute une série de régulateurs LDO. Alors ça veut dire quoi LDO? Ça veut dire Low Dropout, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec une différence de tension entre la sortie et l'entrée minimale, et surtout à basse consommation. Alors celui-là, je dirais visuellement, qu'on le regarde, hein, je vous montrerai tout à l'heure une photo. Bon, pour moi, il n'y a pas grand-chose, enfin, il n'y a rien de décisif qui permet de dire que c'est une contrefaçon ou pas. Et j'ai mesuré la consommation à vide dans les mêmes conditions que celle du datasheet. Là, par contre, je trouve 27 microampères contre 7 max d'après le datasheet. Donc là, on voit que c'est quand même un gros débordement. Sinon, les autres paramètres que j'ai pu tester, je ne les ai pas tous testés, mais enfin, j'en ai testé pas mal. Globalement, on peut dire que ça fonctionnait. L'autre, par contre, c'est un MCP 1703. Donc pareil, c'est toute une série de régulateurs aussi low dropout, basse consommation. Et là, je dirais même normalement très basse consommation. Lui, comme on va le voir visuellement déjà, je le trouve un peu bizarre. Et là, pour le coup, on est complètement en dehors des clous. 3,88 mA à vide de conso, alors que le datasheet donne 5 microampères max. Bon, là, il n'y a pas de doute. C'est probablement un régulateur d'un autre type avec un brochage compatible, mais qui n'est certainement pas celui-là. Par contre, les autres paramètres, c'est pareil, globalement, ils sont pris, ils sont bons. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont sans doute pris un régulateur low dropout, 5 volts, mais pas un modèle basse consommation. Alors, l'intérêt de ce modèle-là, c'est justement sa basse consommation. Donc voilà deux exemples où il y a vraiment quand même un problème. Alors, sur le premier, on est peut-être dans le cas d'un lot, justement, qui serait, lui, en dehors des clous, parce que c'est quand même pas si énorme que ça. Alors, soit c'est en effet un concurrent qui est un peu plus haut, soit c'est peut-être en effet des régulateurs qui étaient en dehors des specs, mais qui ont été quand même revendus, alors qu'ils sont pas très bons. Alors que le deuxième, à mon avis, là, c'est plus en dehors de la spec, là, c'est carrément un autre modèle. Alors, j'ai pris des photos avec mon petit microscope USB. Ici, on voit le fameux où j'ai vraiment un doute visuel. Regardez bien la surface. On a l'impression que ça a été gratté. Hein, c'est vraiment bizarre. Le marquage ici, quand on grossit, on voit qu'il est un peu space. Donc celui-là, honnêtement, j'ai plutôt des doutes. Le 7333, donc là, il est un peu comme ça, mais je l'ai aussi quand même un petit peu nettoyé à l'acétone. J'ai essayé de le gratter. Bon, je dirais que ça a l'air bon, mais il y a quand même des traces un peu space. Ce que j'ai mis ici, là, j'ai pris un composant que je pense être bon. Et on voit quand même que l'aspect est complètement différent. Hein, celui-là, je suppose que c'est un bon. On voit que le marquage est quand même beaucoup plus franc. Ici, la photo bleue, j'ai essayé de l'éclairer avec des UV pour voir si je voyais quelque chose.
Bon, on va dire que voilà, ça veut pas dire qu'il y a eu bidouille ou pas, mais sur celui-là, je pense que c'est relativement visible. Dans le document que je vous ai mis, hein, il y a des photos, justement, je vous en ai mis deux, qui montrent typiquement des exemples où des circuits ont changé de date code, ou voire même de modèle, de caractéristiques et ainsi de suite. Ici, là, on voit très bien que ça, on voit quasiment c'est une technique là où ils ont mis un coup de peinture noire pour refaire un marquage et on voit là carrément la peinture, elle a bavé sur les bords. Donc celui-là, voilà, il y a vraiment pas de doute qu'il y a eu de la bidouille. Voilà pour cette petite vidéo du dimanche qui, j'espère, vous aura intéressé. Que Fric Frac, le démon de l'arnaque électronique, vous épargne. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos, si d'ici là, j'ai pas été piraté par nos amis chinois. Ouh.